Salut, c'est Julia Layani et vous écoutez mon podcast Conversation avant la fin du monde. Ça ressemble un peu à la fin du monde ou quoi en ce moment? Dans le doute, j'ai décidé d'inviter toutes les 2 semaines des gens que je trouve trop stylés pour leur demander ce qu'ils font sur cette planète. Et surtout comment ils le font. Parce que depuis que j'ai eu 30 ans, c'est-à-dire il y a 2 secondes, je me demande tous les jours ce que je vais faire de ma vie. Donc si toi aussi t'es en quête, pose-toi, détends-toi, écoute ce podcast, tu vas pas le regretter. Bonne écoute. Bienvenue les garçons, vous êtes chez moi, voilà, c'est chez moi, tout simplement. Et c'est très joli. C'est très joli et merci de nous recevoir. Mais merci à vous d'avoir accepté parce que je sais que vous êtes très occupés et je suis hyper contente de recevoir Olivier Demangel et Tristan Seguela, le scénariste et le réalisateur, les créateurs de la série Tapi, qui est nommée au BAFTA en fait tout simplement. Petite précision, on a enregistré le podcast avant la cérémonie des BAFTA et en fait, ils ont gagné dans la catégorie meilleure série étrangère, c'est un truc de malade, c'est comme gagner un Oscar. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, C'est quoi les On BAFTA sera en 6ème fait sur 6, ça on est déjà sûr du classement final. Mais Ça veut dire quoi, c'est-à-dire? Non mais il reste 6 séries, dont 5 exceptionnelles. Donc nous on sera en bas du classement, mais on est trop content d'y être. Il y a qui Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Il y a Succession, Ouais, The Bear, ouais, Beef, ouais. Last of Us Last of Us, et dont j'ai Love jamais and trop Death, entendu parler. que je connais pas non plus. Je vous avais bien dit que c'était un truc de ouf, ils ont gagné face à Succession, je sais pas si vous vous rendez compte, bravo la France. Vous êtes, c'est quoi la catégorie de... Meilleure série internationale. Mais enfin, c'est ouf. C'est dingue. C'est pas genre vous êtes nommé en série étrangère française et vous représentez la France, je sais pas, comme aux Non, Oscars pas du ou quoi. tout. C'est Non, genre non, vous pas du êtes tout. meilleure série Mais internationale surtout, en ce fait. qui est étonnant et qui est chouette, c'est que quand on a commencé cette série et qu'on l'a développée, y compris avec Netflix, en fait, on n'avait aucune visibilité sur le potentiel international de la série. Ouais. Et c'était pas pour ça qu'ils la faisaient. C'est-à-dire qu'ils savaient que c'était une série vraiment pour la France. D'ailleurs, on l'a commencé vraiment au moment du Covid, quand ils ont commencé à avoir beaucoup d'abonnés en France. Et l'idée, c'était de faire un carton en France parce Ouais, que c'est une bien figure sûr. très française. Oui, complètement. Après, la capacité d'exporter Bernard Tapie dans des pays étrangers était quand même, si ce n'est limitée, du moins inconnue. Ouais. Et du coup, on savait pas trop comment ça allait réagir. Et en fait, ça a plutôt bien réagi. Et puis la preuve, en fait, c'est qu'il y a quand même des Anglais qui ont considéré que c'est une bonne série. Donc c'est très chouette pour nous. C'est Ça ouf. veut dire qu'on atteint une forme de je sais pas, d'universalité avec le personnage. Ce qui est Complètement. quand même toujours ce qu'on cherche à faire. Donc c'est chouette. Tristan, tu réalises depuis toujours, c'est-à-dire que le premier truc que t'as réalisé... Moi, je suis arrivé pour le coup au cinéma par la cinéphilie, c'est un peu un gros mot, mais moi, je regardais vraiment énormément de films, enfants, adolescents et tout. Ouais, Mais je réalisais pas, je sais vraiment pas du tout Spielberg. Hein. ok. D'ailleurs, Fableman, c'est un bijou pur, mais c'est un film qui m'a beaucoup ému et qui a dû beaucoup émouvoir tous ceux qui font des films, etc., et qui les fabriquent. Mais je dois, si je suis honnête, par exemple, que je le sois pas, je n'étais pas du tout en train de fabriquer des films avec des déraillements de train, avec une caméra Super 8 chez moi. Je n'étais pas du tout cet enfant-là. Au mieux, j'avais un caméscope, je faisais 3 pauvres plans pourris. J'avais même pas l'espèce de... Enfin, je n'étais pas du tout le mec qui faisait des spectacles dans les films de Wes Anderson, des enfants prodiges comme ça. Alors, pas du tout. Mais j'avais une espèce de fascination pour les films que je voyais, que je pouvais voir en boucle. J'en voyais vraiment 2-3 par jour, tout en étant assez quand même bon élève. Je n'étais pas non plus le type qui vivait dans les films et qui ne faisait que ça et tout. Mais c'est vrai que là où je me sentais le mieux, c'était dans une salle de cinéma ou devant la télévision avec une cassette VHS dans le truc en train de mater un film. Voilà, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai fait les premiers films. C'était peut-être des films de... En vrai de vrai, les premiers films, c'est des films d'étudiants de BDE, de trucs comme ça. Ouais, ok, bah ouais, des bien trucs sûr. qui ont vraiment disparu. Et j'espère en tout cas que personne n'a gardé la trace de ce truc. BDE, donc mais école donc de c'est commerce. sûr que j'ai fait HEC. Voilà, donc c'était, je pense, mon premier film. C'est le film de promotion, je sais pas comment on appelle ça, film de promo de la junior entreprise. Il y avait une espèce de vanne où il y avait un faux sujet de philo, un mec qui faisait un cauchemar, c'était JE junior entreprise. Donc le sujet de philo du mec qui était dans sa salle de classe et qui planchait dessus, c'était JE 100, donc JE suit, et il faisait un cauchemar. Après, c'était ce niveau-là. Tu vois. Ok, d'accord. Donc, Ok. et c'était déjà un peu des comédies bizarrement, parce qu'après, bref, voilà. Et après HEC, tu non, et décides après, de pendant faire du ciné? HEC, je fais des documentaires, moi, après. Ok. Pendant, après, et après, je suis arrivé à la fiction par le documentaire, parce que c'était le seul truc que je pouvais faire, ne faisant pas d'école de cinéma et pas vraiment de réseau là-dedans. Plus, c'était Les Communicants, ton premier film. Ouais, et après, mon premier film signé, etc., c'est un film qui s'appelle Les Communicants, qui est un documentaire d'1 heure, où j'ai filmé mon père, qui est publicitaire et communicant, qui faisait la campagne Lionel Jospin en 2002.
la fameuse campagne Comme un coup de tonnerre, là, etc., où il Ouais. s'est fait griller la politesse Bah par ouais. Jean-Marie Le Pen, Ah le début là, d'une nouvelle bien ère. Et cette campagne, je l'ai filmée de l'intérieur. J'avais la chance de pouvoir le faire parce qu'ils m'ont laissé le faire, sinon ce film n'existerait pas, Ouais. n'aurait jamais existé, mais j'avais demandé à le faire. Ils m'ont laissé faire, les communicants, donc mon père et les gens qui travaillaient avec lui. Et j'étais dans l'agence de pub Ok. qui faisait la campagne de Lionel Jospin. Qui est super le film. Et on peut le voir où, ce film? Bah, faudrait que je le mette en ligne. Il est sur Bah ouais. Luna Media Pro. Et j'ai jamais, moi je suis vraiment nul pour archiver les trucs, etc. Bah ouais, attends, faut Et le j'ai voir. pas de Super, en site plus. et tout ça. Et J'adore j'en les suis documentaires vraiment. politiques, en plus. J'en suis c'est- très, c'est très, très sur le lien, content de en ce plus, film. qui est assez Ouais. contemporain entre communicants et politiques. Bah, c'est de hyper ouf. fort. Ok, on va faire ça. Voilà, ça vais s'appelle t'aider Les à faire ça. Communicants. Ouais. Ok, et deuxième docu? Et deuxième docu, le portrait d'un boxeur, Jean-Marc Mormec. Ok. Le portrait d'un combat de boxe. Voilà. Plus que d'un boxeur. Ouais, ça Ok, s'appelle d'accord. Reprise. Et ensuite, fiction. Non, j'ai fait d'autres docus, j'ai fait 4-5 docus, et puis j'ai Ok. fait des clips, et un peu à la fois pour apprendre le métier, et pour gagner ma vie, etc. Des clips, un peu de pub, pas trop. Ouais. Et en fait, c'est des clips, je faisais des clips courts-métrages comme ça pour Martin Solveig. Mhm. Et il y avait un peu de comédie là-dedans, et c'est comme ça que je me suis fait remarquer par un producteur qui m'a donné ma chance pour faire la fameuse comédie 16 ans ou presque avec Laurent Lafitte. Voilà Ok. comment je suis arrivé à Tapis, en fait. D'accord. Voilà. Olivier, Mhm. t'as fait des études, enfin, c'est quoi ta formation? J'ai fait normal sup en lettres. Mais non. Ouais. Bah oui, vous êtes trop frais en fait, j'ai compris. Voilà. Excellent, normal sup. Le classique. Attends, Ouais. on peut juste parler 5 minutes de ça ou pas? Bah, si tu veux. Donc t'es ouais. normalien quoi. Ouais. Bah t'es le premier normalien à venir chez moi, tu Ah vois. ouais, bah, Ça, faut c'est bon, flatter, ça. hein. Voilà. J'en Non suis mais loin c'est aussi maintenant. c'est mais- important. Mm. Et attends, donc parcours prépa, littéraire, machin, Ouais. et ensuite admissible, normal sup en lettres. Classique, ouais, à Paris. Très impressionnant et raconte. C'est une C'est une lointaine vaste- période de c'est ma une vie, vaste mais une face question. cachée. Non, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? C'était très dur, voilà. Et après, c'était une école vraiment géniale, parce que à la différence de toutes les autres écoles de France, à l'époque où on y était en tout cas, parce que je crois que depuis ça a changé, une fois qu'on y était entré, on faisait absolument ce qu'on voulait. Donc Ok. on pouvait, même on aurait pu faire des maths, on aurait pu nous Ouais, laisser ouais. très très libre de faire ce Ouais, qu'on voulait. En plus, on était payé, donc c'est quand même, quand on a 20 ans, c'est quand même un luxe. Mhm. Et c'était une super période. Et après, je suis parti à la FEMIS en quittant après Ok. Normal Sup. Donc après normal sup, Fémis. Voilà. Bien Avec sûr. de l'écriture, tout simplement. Ok. Il n'y a Et pas un moment où tu as fait l'agrégation aussi? J'ai fait l'agrégation Il entre passe ça sous silence. agrégé de De lettres. lettres. Ok. ouais. Ok. Voilà. Mais tout ça, c'est très loin maintenant. Je serais bien incapable de Mais quoi, faire t'as quel quoi que âge ce soit de tout ça, mais j'ai 40 ans. Bah 40 41. ans. Oui, non, mais c'était C'était ouais. Non, c'est il y a 20 ans. 20 Il y a ans. 20 ans. Très stylé. Après l'agrégation, t'écris des livres. J'écrivais des livres, mais je voulais vivre de l'écriture. Et il y a un ami de ma sœur qui écrivait un scénario et qui m'a dit il m'a proposé de l'aider. Et je lui ai dit, bah, carrément, enfin, ça revient. Et on a eu l'aide à l'écriture du CNC. Et j'étais en fin de normal sup, je devais avoir 22 ans, un truc comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est super en fait, je vais pouvoir écrire des romans. Et pour vivre, parce que vivre du roman, enfin, c'est quand même pas Bien facile. sûr. Surtout vu les romans que j'écris. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être tester ça. Pourquoi Et ils sont donc sur quoi tes j'ai romans? pas assez. C'est des romans un peu particuliers, mais je dis ça, ils sont pas Ouais. non plus Ouais, illisibles, ils mais bon, bref. J'espère en tout cas. Et non, et du coup, je me suis dit, bah, pour vivre de l'écriture, pourquoi pas devenir scénariste? Donc je me suis dit, je vais tester la FEMIS et je l'ai eu. Et du coup, et après, à l'intérieur de la FEMIS, j'ai beaucoup travaillé là-bas. J'ai rencontré pas mal de gens avec qui je continue à travailler ou à vivre. D'ailleurs. Et après, j'ai rencontré Dupontel à la fin de la FEMIS Ok. et on a collaboré ensemble sur 9 mois ferme. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Et à partir de 9 mois ferme, j'ai rencontré plein de producteurs et après, voilà, ça a pris du temps, hein, mais de toute façon, on a des métiers où c'est très long au début. Faut s'acharner, quoi. Forcément, ça met du temps avant de. Et après, on est pris dans des spirales où on connaît les gens, donc tout va de plus en plus vite, quoi. Mais c'était des belles périodes aussi. C'est qui, tu dirais, ton scénariste préféré, ta scénariste préférée? Un peu la personne qui t'a donné envie de faire ça ou qui... J'ai jamais été très gouroutisé, moi, donc Ok. plein de trucs différents, mais j'adore Sorkin, mais il y a des trucs que j'aime pas non plus. Mais je suis pas vraiment arrivé à l'écriture de séries et de films en tant que grand fan de films et de séries. J'étais plus littéraire. Ok. Donc je suis vraiment arrivé par l'écriture de romans en fait. Ouais, t'es arrivé par le roman, Ouais, pas donc par j'ai le jamais été cinéma. très cinéphile ou sériephile, enfin j'ai jamais. Ok. Je lis beaucoup plus que je regarde des trucs. Du coup, j'ai pas vraiment de grandes références voilà. Tu écris ou tu vas réécrire des romans ou... Ouais, j'en écris bien sûr. Ok, ouais. là, Après, j'écris beaucoup de scénarios, Ouais, donc c'est ça. j'ai beaucoup moins le temps que ce que j'aimerais, mais j'essaye, ouais. Et c'est J'essaye. deux exercices Enfin, je complètement les écris, différents. après, c'est les publier le problème. Mais... Ouais. non, mais
faudrait que j'en publie, disons. Mais non, c'est très différent, ouais, très très différent. Parce que c'est pas du, enfin c'est la. Après, ça se recoupe par plein d'aspects, mais l'écriture de roman, c'est beaucoup plus solitaire, intense, intérieur. On a beaucoup plus d'espace avec la langue pour raconter beaucoup de choses. Le scénario, ça reste un objet technique et c'est les dialogues quoi, qui ont une grande part littéraire, mais pour le reste, c'est pas un exercice littéraire génialissime, à part les dialogues. C'est surtout qu'en plus, tu confies des textes à des gens qui parfois en font n'importe quoi, parfois les subliment. Oui, voilà. Et alors que voilà, quand tu écris un roman, au moins personne ne touche à ce que tu fais. On ne vient pas marcher sur ton travail, tu vois. C'est vraiment un autre exercice. Et t'écris depuis toujours ? Toujours, ouais. Depuis que t'es enfant, adolescent ? Ouais. Ok. Ouais. Genre, le premier truc que t'as écrit, t'avais 10 ans, genre. Ouais, je pense, je sais plus trop. Non, un peu après, je pense. 12 ans, un truc comme ça. Ok. Ouais, et après, j'ai jamais arrêté, par contre. Il y a des thèmes un peu récurrents ou des choses où t'as vraiment, non, pas vraiment. Et même dans les films, j'essaie de jamais refaire la même chose. Donc, après, je pense j'aime bien un peu les trucs épiques. Enfin, je sais pas, comme là, Tapis, j'aime bien les grands. Enfin, après, j'avais fait, même en film, j'ai fait Novembre ou Tirailleurs. Ouais. J'aime bien les grandes fresques. Enfin, les grandes fresques, pas les grandes fresques, mais j'aime bien les grands sujets, quoi. Ça veut pas dire grand-chose de dire ça, mais c'est vrai que je serais moins fort, je pense, sur un récit intime, psychologique, voilà, a priori. Mais par contre, j'essaye de toujours me renouveler, quoi, de pas faire le même genre, de faire des typologies de films très différentes, auteur, grand public, je fais un peu de tout, quoi. Et toi, en réal, Tristan, t'as un réal préf ou un top 3 ou pas ? Scorsese, je vais faire moi. Dire. Oui, Scorsese, oui, voilà. Ok. Si je devais en garder qu'un, ce serait lui. Mais ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est lui dont j'ai le plus revu les films. Et qui a jamais cessé de, jusqu'à maintenant, me fasciner complètement, quoi. Même jusqu'au dernier, que je trouve génial. Et puis certains de ces films, vraiment, je les ai vus 20 ou 30 ou 40 fois. Casino, je pense que c'est un film que j'ai vu 50 fois. Bah, franchement, je vous adore. Vous êtes très stylés, les mecs. Moi, je voulais absolument vous recevoir parce que je suis fan de la série. J'ai adoré. Ça m'a rendu ouf. Je l'ai vu en, 2 jours, quoi. J'ai tout regardé d'un coup. C'était incroyable. Je l'ai montré à toute ma famille. Et on est nombreux. Donc, il y a eu beaucoup de lectures. Et j'ai trouvé ça trop, trop bien. Et voilà, je voulais vous recevoir pour qu'on revienne un peu sur l'écriture, la genèse, comment ça s'est passé, tout ça. C'était quoi, il y a une quinzaine d'années. C'est le producteur de Tapis, qui s'appelle Bruno Naon, qui nous a présenté. Voilà. Et je cherchais à écrire un film dont j'avais acheté les droits d'une histoire sur un autre Bernard. Sur un autre Bernard, Madoff, celui-là, pas Tapis, un escroc pour le coup de très haute volée. Et donc j'avais acheté les droits d'un livre d'un mec qui s'appelle Hugues Armand de Lille, que j'avais rencontré et qui était stagiaire chez un type qui s'appelait Thierry de la Villuchet, qui était un rabatteur de Madoff et donc qui vendait du Madoff à tous ses copains de la haute aristocratie européenne. D'accord. Et il m'avait semblé à l'époque, mais j'avais pas encore fait de film, etc., que c'était un sujet formidable pour raconter Bernard Madoff, mais d'un point de vue un peu français. Wow. Et parce que ce fameux Thierry de la Villuchet, en fait, n'a pas supporté apprendre qu'il avait été trompé par Bernard Madoff et a mis fin à ses jours dans ses bureaux. Et le témoin de tout ça était ce jeune stagiaire qui s'appelle donc Hugues, qui en a fait le récit. J'avais acheté les droits de ça et je développais l'histoire, j'avais un peu du mal. Et Bruno, qui me produisait, Naon, m'a présenté Olivier, qui était encore ce qu'on appelle jeune scénariste. Voilà. Et on s'est très vite super bien entendu. On est allé au bout du développement de ce film. On était assez contents du scénario. On est même presque encore aujourd'hui. Parfois, on se demande si on... et en fait, on n'a jamais réussi à collectivement, Bruno, Olivier, moi, après, on a essayé de donner vie à ce film. Et on n'a pas trouvé de distributeur, c'est par là que ça commençait, qui croyait dans le potentiel du projet. Et on avait pourtant un très joli casting. On avait des comédiens qui avaient très envie des 2 rôles principaux. Je ne veux pas les citer, ça ne sert à rien. Mais de grands renoms, etc. J'avais fait des rencontres et tout. Et donc on était assez excités. Mais après, pour que ça devienne un film, il faut qu'il y ait des gens qui financent tout ça. Et là, la réalité a voulu que ça n'existe pas. C'était quand ça ? 2012. Ouais. Mais comment vous expliquez qu'avec une bonne histoire, un bon scénario, un bon casting, vous n'y avez pas trouvé de financement ? Parce que je pense que c'était un sujet pas évident par rapport au marché, tout simplement. Déjà, on était jeunes. Toi, t'avais fait un film. Moi, en fait, entre-temps, j'avais fait un film
T'avais fait comédie. ton premier film, Ouais. c'était un film assez cher. Et je pense que le problème, c'est que les films sur la finance marchent pas trop en France, Ok. en général. Et enfin, les D'accord, films, ouais. c'est à l'époque en tout cas, et je pense que Oui, ça s'est c'est un peu vrai, ouais. vérifié depuis. À part quelques exceptions, genre Le Loup de Wall Street et tout, mais qui est presque même plus un film de gangster qu'un film sur la Et puis finance. Scorsese, et puis Voilà, tout puis ça. bon, ouais. il y a Et puis plein- c'était un film d'autres français arguments, mais- oui, qui et se puis, déroulait ouais. à New York, ça aussi ça faisait peur, en langue française principalement, mais quand même beaucoup d'anglais aussi dedans. D'accord. Je pense que toutes ces raisons faisaient Ouais, peur. et puis Madoff était pas si connu que ça en fait Non. en réalité en France. Pas tant ok. que ça, c'est pas non plus. Ouais. Mais c'était comme un bon entraînement de bosser ensemble. Ouais, c'était une Pour- rencontre. De toute façon, il y a des rencontres de travail comme des rencontres amoureuses, hein, c'est un peu pareil. Complètement, bien Donc, sûr. C'était un peu ça dans le fond. Je peux en témoigner, ouais. C'était notre lune de miel. Voilà. Ouais. Et après, on est passé sur tapis. C'est ouf. On s'est testé sur un Bernard et après, on a fait un autre Bernard. Assez vite après. En fait. D'accord. Ouais, un an après peut-être. Ouais. Et comment vous avez bossé ensemble c'est-à-dire que toi t'écrivais aussi, enfin comment ça se passait? Ben, en C'est quoi fait, vos rôles Olivier, il est avant tout un écrivain, qui n'est absolument pas mon cas. Il est romancier, il vit de ce qu'il écrit et dans ce qu'il écrit. Et ça, j'ai très vite apprécié son immense talent. Donc là, il m'a donné à lire aussi des textes qu'il écrivait à côté. Trop bien. Et j'ai senti dans les textes qu'il écrivait même un scénario, un autre, parce qu'il en a écrit des films qui se sont jamais montés, pas Ouais, que bien sur sûr. Madoff, Bah, je j'imagine pense que des dizaines. C'est l'histoire de la vie d'un C'est scénariste. l'histoire des tout à projets. fait. Ouais. Et je voyais aussi son goût pour les grands personnages, en fait. Parallèlement à ça, j'ai rencontré Laurent Lafitte, avec qui je venais de tourner un film, donc qui Ok. s'appelle 16 ans ou presque, qui était dans un tout autre registre, une comédie, on dit un teen movie, hein, une comédie adolescente. Je m'étais éclaté à faire le film, et la rencontre avec Laurent, elle aussi, a été formidable, on s'est super bien entendu. C'était au moment où on travaillait en parallèle avec Olivier D'accord, au, ok, ouais. au- Oui, au puis t'étais en développement de montage, Madoff. ouais. Je fais la remarque à Laurent, qui me fait énormément penser à Bernard Tapie. Hmm. C'était pratiquement un des tout premiers jours de tournage du film, 16 ans ou presque. Physiquement ou genre même dans, un peu dans le... Physiquement, je trouve qu'il avait un air de Tapie. Bah, Ouais. Ça n'a rien de. Mais aussi parce qu'il avait une perruque. Et aussi parce qu'il avait une perruque dans le. Ok. Pas dans tant 16 ans lui ou presque. naturellement que. Il avait deux avec sa coupes dans perruque. saison ou presque, une coupe d'ado, un peu de footballeur rasé sur les côtés, etc. Et une coupe de philosophe. Enfin, je sais pas si ça veut dire une coupe de philosophe, une coupe d'un télo parisien. Donc, il avait une perruque selon les scènes qu'on jouait. Et quand il avait cette fameuse perruque, il avait un peu la coupe avec la raie à la Bernard Tapie, etc. Ok. Bon, là, je lui fais la remarque et en fait, il me dit, Laurent, qu'il rêve d'être Tapie à l'écran. Ah waouh. Et moi, ça faisait un moment que je rêvais et j'avais même essayé par divers moyens, etc., que je caressais cette envie aussi de raconter l'histoire, le destin de Bernard Tapie. Sous la forme de fiction, même à certains moments, je me demandais si j'avais pas envie aussi d'en faire un grand documentaire un peu à l'américaine, comme peuvent faire Errol Morris, ou ce film qui est génial, s'appelle The Kid Stays in the Picture, avec Bob Evans, le producteur américain de la Paramount, qui raconte sa vie à la première personne. Oh waouh. ok. J'avais même demandé à Bernard Tapie en personne de se prêter à cet exercice, et j'étais venu chez lui avec le DVD de The Kid Stays in the Picture pour lui dire que ça ferait un film absolument génial si au lieu de laisser aux autres le soin de raconter ta vie, tu la racontais toi tout seul, on saurait pas si c'est vrai ou si c'est faux, Ah on s'en ouais. fout, Et ça mais tu fait nous un film emmènerais de ouf. dans un truc, etc. Il m'avait dit oui puis non. Bon, il m'a toujours Ah. un peu baladé sur ces trucs-là. D'accord. Et donc, je tournais autour de tout ça. Mais le jour où Laurent m'a dit qu'il avait envie d'être Bernard Tapie, là, j'ai senti que ça allait peut-être devenir possible. Voilà. Et aussitôt après, j'en ai parlé à Olivier. D'accord. Ça t'a chauffé? Tout de suite. Ah ouais. Ouais. Ok. Pourtant, j'avais pas vraiment de. Toi, Tristan, tu le connaissais. Moi, je le connaissais pas. Donc, évidemment, personnellement, mais même Ouais. je connaissais pas très bien sa vie. Mais il y avait un potentiel romanesque. Ce qui est pas évident. Enfin, les figures de biopic, c'est toujours un peu casse-gueule comme genre. Parce que ça dépend un peu toujours du potentiel romanesque des histoires, je trouve. Mais lui, il suffisait de lire juste 10 pages et on se disait, ah ouais, il y a beaucoup de trucs à faire. Le plus dur de ce développement était en fait de choisir déjà ce qu'on voulait raconter. Il y a un tel trop-plein d'événements qu'il a vécu que. On avait des vrais problèmes de choix en fait, de choses Oui, c'est ça, ouais. qu'on a pu non pas nous reprocher mais relever, enfin tas de trucs qu'on n'a pas raconté, le vélo, le Adidas, bon après on avait aussi des interdictions, il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de raconter. Ouais, mais, d'accord, ok. Adidas, Oui, même notamment. des choix Mais- chronologiques, je veux dire... Oui, tous Ouais, ces choix-là ont pas été tout les ra- plus ouais. durs et ils nous ont pris beaucoup de temps au début, déjà délimiter l'histoire, où est-ce qu'on la commence, où est-ce qu'on la finit, parce que là où nous on termine la série, il a vécu Bah encore oui. beaucoup de trucs derrière. Donc qu'est-ce qui faisait fin en fait, et quand on trouve la fin, on trouve dans le fond la dramaturgie de l'ensemble. En l'occurrence, nous, c'est une dramaturgie de la baudruche, c'est Ouais. quelqu'un qui grossit et éclate. Ah. Voilà. Une fois qu'il éclate, bon, il y aurait sans doute une autre saison à faire ou un Puis autre quand film. tu dis dramaturgie de la baudruche, c'est genre une théorie de cinéma? Non, c'est à nous ça. D'accord, C'est ok. une théorie à nous. Non, ça n'existe pas. Ok, ok. Mais c'est comme ça qu'on l'a pensé.
Ok. C'est que chaque épisode, d'ailleurs, chaque épisode il grossit. Ouais, D'ailleurs, le même titre, le générique, le titre grossit au générique. Et en fait, c'était vraiment l'idée de. Jusqu'à sortir du cadre et même disparaître. Quoi. Ouais, mais c'était un mélange entre la baudruche et les montagnes russes, quoi. Parce qu'en fait, il chute à chaque fois, il se relance. C'est comme ça qu'on l'a construite, disons, assez tardivement. Mais les plus grands choix au début, c'était vraiment qu'est-ce que c'est les épisodes qu'on raconte de sa vie et c'est quoi la délimitation chronologique de ce qu'on raconte. Quels personnages secondaires on fait intervenir parce qu'il en a quand même rencontré des centaines. Donc lesquels sont les plus saillants, les plus intéressants, lesquels on fusionne, tous ces choix-là, déjà, ça a pris beaucoup de temps avant de rentrer dans l'écriture même. Un assez gros saut dans le temps parce que au tout début, on a signé un développement sur une plateforme, on va dire, concurrente. D'accord. Mais c'était un autre format. C'est-à-dire qu'on a commencé à réfléchir à un format de deux épisodes, c'était une mini-série ou un diptyque de 2 fois 2 heures ou 2 fois 100 minutes. D'accord. Qui est un format qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Mais comme on est en train de parler de trucs qui se sont passés il y a 12 ans, ben, c'était encore un peu... Il y avait eu Carlos, la Sayas. Et donc, on a commencé à travailler et à se poser toutes ces questions-là, mais sans penser à une série comme on les voit et on les consomme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça n'est devenu la série qui existe et on a commencé à la penser comme une série que quand Netflix est entré dans la danse. D'accord, en fait. ok. C'est vrai, mais le diptyque était quand même construit sur la même dramaturgie. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que et pour autant, en fait, les grandes questions, enfin, comment dire, je sais pas si c'est des certitudes, mais les intentions qui étaient les nôtres, enfin, on s'est trouvé sur quelque chose, aussi sur la pléthore, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours tenu à ce que cette série ose être pléthorique, en fait. Parce que il a été question à plein de reprises, même pour des raisons de production, de fabrication, de moyens dont on aura à disposition, etc., de réduire. Et en fait, il faut pas réduire, en fait. Il faut oser toutes les vies ou au moins beaucoup de vies de ce personnage. Bien sûr. D'autant que quand on écrit un projet comme ça, je pense qu'on est obligé de se poser la question de ce que le spectateur va vouloir voir quand c'est un personnage aussi connu que lui. Si jamais on avait fait cette série sans le Phocéa, sans le Sol Olympique de Marseille, on était obligé, il y avait des passages obligés. Il y a des iconiques dans la sa reprise à un vie franc, y compris pour tous les publics, aussi bien pour ceux qui l'ont très bien connu, qui ont grandi dans les années 60-70 et qui étaient des grands fans, que pour des jeunes qui le connaîtraient pas. Enfin, il fallait qu'on arrive à trouver le bon dosage aussi de tout ce qu'il fallait absolument mettre et par lequel il fallait passer. Et on s'est battu jusqu'à la fin, par exemple pour le Phocéa, qui est forcément c'est très lourd à filmer. Enfin, c'était vos problèmes, pas les miens. Mais attends, c'était le vrai bateau? Non, il a brûlé le bateau. Il a plus que brûlé, il a coulé dans des eaux malaisiennes. Donc c'était, mais justement à refaire, il fallait un faux Phocéa, donc c'était très compliqué. Comment vous avez fait ça? Avec un mélange de rafistolage ou de bricolage et de beaucoup d'effets spéciaux. On a reproduit en 3D le vrai Phocéa. Et donc, comme c'est une reproduction 3D dans tous les plans larges de la série, j'ai fait des plans de la baie de la baie des Singes à Marseille, sans bateau, sans rien sur l'eau. Et après, on a déposé notre reproduction 3D dessus. C'est très bien fait. C'est méga bien fait. C'est ultra bien fait. Et après, j'ai cherché partout et il fallait que je trouve autour de Marseille parce qu'on tournait à Marseille. Donc, surtout port de Marseille, port de Cannes, port de tous les ports alentours de la Provence. Et je cherchais un bateau dont l'arrière au moins pourrait faire penser un peu au Phocéa. C'est-à-dire, quand je dis arrière, c'est bastingage. Un bastingage, c'est les garde-corps du bateau, le pont et un peu l'arrière, le cul du bateau qui ressemble un petit peu au Phocéa. Donc, et j'en ai visité tout un tas. Et celui qui était le plus chouette, en fait, qui ressemblait le plus à l'arrière du Phocéa, est un bateau qui flotte à peine, qui s'appelle le Clarawan. D'accord. Qui est un bateau à moteur qui fait à peine 20 mètres de long, c'est-à-dire 5 fois plus petit que le Phocéa ou 4. Mais on n'a tourné que sur le pont arrière, en fait. Voilà. D'accord. Donc, d'accord. Non, parce que j'adore, je suis passionnée de bateaux et surtout les films où il y a des bateaux, j'adore, notamment parler de Blue Wall Street tout à l'heure. Enfin, la scène où ce bateau coule. Là, je sais pas comment ils ont fait, mais là, c'est d'autres. Mais du coup, il y a une maquette. C'est vrai, VFX, une anecdote là-dessus, non? Il n'y a pas eu un truc avec ce bateau dans le Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup d'effets spéciaux. C'est que des effets spéciaux, parce que je crois qu'il y en a un qui a peur de l'eau dans le tas. Je sais pas si c'est Scorsese ou. C'est possible. Qui pouvait pas aller sur un bateau, je crois. C'est tout à fait possible. J'avais lu un truc comme ça, mais je me rappelle plus. Et donc, toi, tu connaissais personnellement Bernard Tapie, et toi, pas forcément. Comment tu t'es renseigné? Non, mais j'en avais entendu parler beaucoup. C'est sûr, parce que chaque Français, je pense, connaît l'histoire. Mais même, je pense, auprès des jeunes, c'est une figure qui est assez iconique, énigmatique, etc. Qu'il est redevenu, je pense.
Bah, avec la série, c'est certain, parce qu'elle a fait un Non, tel carton. même avant, je pense, avec la maladie déjà, parce que quand il est tombé malade et qu'il a fait ses apparitions quasi christiques à la fin, il a quand même reconquis pas mal de gens. Et parce que de ce qu'on a appris, il y a eu aussi toute une vague au début des années 2020 de jeunes entrepreneurs qui ont repris des mantras de vidéos Complètement. de tapis et Ah bah oui, devenu il y a hyper à la mode chez les Sarkozy et jeunes. tapis, c'est-à-dire que... Mais alors que nous, quand on a commencé dans les années 2010, il était assez ringard en fait. Enfin, D'accord, ringard, ok. c'est pas le mot, mais il était pas tombé dans l'oubli non plus, mais c'était les moments de l'arbitrage, c'était plus difficile quand on a commencé, c'est une figure plus noire. Quand on en parlait autour de nous, que ce soit aux gens du métier ou même... ça suscitait pas l'enthousiasme le plus fou. Ah ouais. Les gens se demandaient bien ce qu'on allait pouvoir faire d'un tel personnage. C'était pas... Ouais, ça vous a pas découragé plus que ça que y ait... Pas du tout. À aucun moment, non. Ouais, vous y croyez à fond dès le début. Ouais. Et comment donc tu t'es renseigné, t'as vu, j'imagine, t'as tout lu, Là, t'as tout pour regardé le coup, on sur a lui. beaucoup lu, beaucoup regardé. D'ailleurs, il y a on le dit souvent, mais sur le site de l'INA Pro, il y a l'équivalent de Mitterrand pratiquement en vidéo. Enfin, c'était un type qui passait tous les jours à la télé. Au-dessus de Johnny. Tout à fait. Il est un peu au-dessus de Johnny. Enfin, c'est fou. quand même. Ah ouais, en termes de temps d'antenne, ouais. Pas en temps d'antenne. En termes de nombre de références de vidéos d'archives. C'est ouf. Ouais, c'est dingue. Et en fait, on en a vu beaucoup. beaucoup. Après, bon, il y en a beaucoup qu'on n'a pas vu aussi parce que c'était assez redondant quand il était ministre ou député. Donc, c'est toutes les interventions dans les journaux télé. Mais on a trouvé des pépites aussi qu'on a remises dans la série. Ouais. Mais c'est ces pépites qui nous ont tenus en haleine, en fait. C'était les trouver. Auxquels on s'est raccroché. Bah, notamment la première qui ouvre qui ouvre la série et qui en plus a vraiment ouvert le champ de l'écriture pour nous, qui est le combat contre Paul Naref entre guillemets. C'est-à-dire cette archive qu'on a retrouvée, qui en fait n'avait intéressé personne, parce que elle est accessible à tous. Ouais. Mais je pense qu'elle n'intéressait pas parce qu'il est assis dans le public et que c'est pas très intéressant dans un montage documentaire. Mais qui est formidable, parce qu'il affronte quand même Paul Naref dans un télécrochet et il gagne. Enfin, il gagne. C'est ouf. Voilà, et... Je me souviens du jour où on l'a découverte, parce que comme on allait, c'est-à-dire je me souviens où on était rue du Louvre, là où j'habitais. Je me souviens très bien, c'était une vraie révélation, parce que on l'a revu 4 fois de suite. On n'en revenait pas, parce qu'on a regardé l'émission dure 26 minutes, elle s'appelle Top Jury, on a reproduit un petit bout au début de la série. Et effectivement, ces images du jeune Bernard assis dans le public, on les a vues plein de fois parce que c'est les premières images de Bernard Tapie filmées. Ont été plus utilisées les images où il était en playback, où il chante. Mais celles-là, elles étaient utilisées vite fait. Et comme l'émission durait 26 minutes et qu'on y avait accès, qu'on avait du temps, je sais pas, à perdre, mais en tout cas qu'on avait envie d'y consacrer le plus d'énergie possible. Non, mais qu'on a vu surtout Paul Naref dans le générique de début et qu'on s'est dit, tiens, c'est marrant. Parce qu'on a vu l'émission en entier. Paul Naref aussi. Comme on était curieux, on diguait en fait, et on s'est tapé l'émission en entier. On n'a pas regardé juste le moment où on écoutait la chanson Passeport pour le soleil dans l'émission. On est allé au bout. Et 10 minutes après dans l'émission, il y a La poupée qui fait non de Paul Naref. Et après, on s'est mis à décortiquer l'émission. On a constaté qu'ils étaient assis côte à côte. C'est dingue. Ouais. Et ça a été une révélation ce moment-là, où en tout cas, ça a confirmé le fait que vous étiez comme des oufs sur cette histoire, quoi. Ouais, surtout, ça a donné une direction, parce que on avait des directions jusqu'à présent, mais ça donnait une direction assez romanesque, belle, inattendue, assez mythologique. Carrément. Parce qu'en fait, évidemment que Bernard Tapie voulait être chanteur jeune, même s'il a souvent nié, mais comme beaucoup des jeunes de cette époque, dans les années 60, ils ont tous commencé à ce moment-là, et en fait, lui, il y croyait, et qu'on lui ait donné le droit d'y croire face à quelqu'un qui est devenu 2 ans plus tard l'icône de la musique, c'est vraiment un cadeau du réel à la fiction, et ça nous donnait vraiment de quoi, parce qu'après, on l'a plus ou moins dosé dans la narration, mais il est hanté par Paul Naref quand même ensuite, et donc ça crée un fantôme qui nous permettait de nous appuyer sur quelque chose d'assez tangible pour raconter ce qu'on voulait faire, à savoir le portrait non pas d'un artiste raté, mais de quelqu'un qui voulait une vie d'artiste et qui s'est inventé une vie d'artiste par d'autres moyens que la chanson. Parce que toute sa vie, c'est ça. Il était industriel comme on est chanteur, il a été président de club de foot comme on est rockstar. En fait, il s'est jamais détaché de ça. Il avait la même mégalomanie et la même envie d'amour public que Johnny, pour le coup. Ouais, complètement. Et c'est ça qui le rendait très attachant. Et du coup, quand le réel offre un truc aussi gros pour le début, ça nous a vraiment donné une vraie impulsion d'écriture et de construction. Et on a eu le sentiment de découvrir une pépite, une vraie pépite. D'archives, Oui, qu'on était les seuls à détenir. Donc en fait, on l'a préservé comme une espèce de trésor, en fait. Et après, on a dosé la part de Paul Naref dans la série. Et il faut dire aussi que, et je pense qu'on y est revenu souvent, on y est même tellement souvent revenu que la série se termine sur cette image-là, qui est le sourire
absolument pour moi bouleversant. Aussi bouleversant que Buffy d'orgueil, c'est même comme ça que tu l'écrivais dans le scénario, je me souviens, de Bernard qui s'entend dire que s'il y a bien une chanson qui était formidable ce soir-là, c'était Passeport pour le soleil. Ouais. Et là, il y a un gros plan sur Bernard Tapie Qui dans dure le en public, plus, parce qu'à qui l'époque, dure on a assez duré les longtemps, gros plans, qui dure une quinzaine de secondes, et il est fou de bonheur et c'est une vie de succès qui s'annonce pour lui. Et c'est vrai que d'imaginer qu'il a dû passer les 2 années prochaines de sa vie à entendre les succès de Michel Polnareff à la radio, c'est comme un ça espèce fait de Woodstock moteur. 2 ans après, ça nous a enchantés en fait. En fait, c'est comme un espèce de moteur quand on a un némésis, j'allais dire, peut-être parce que je sais pas si c'est son némésis, mais en tout cas, quelqu'un qui est en miroir comme ça et qui cartonne, etc. Ça te met sur parce qu'il y a tout, il y a une forme d'ironie dramatique dans la situation qui nous plaît évidemment énormément, Olivier à moi, qui donne un ton. Donne un ton, mais il y a aussi au premier degré un tout jeune homme comme ça qui a tellement la niaque, tellement envie de réussir et qui à ce moment se laisse découvrir un peu de, je sais pas, il y a un peu comme de fierté, de fierté et aussi de fierté enfantine. Et ce qu'on lit sur son visage là, je crois qu'on y est toujours revenu quelque part. C'est ce qu'on aimera toujours chez lui en fait, malgré tout ce qu'il a pu faire de répréhensible. Okay. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que toi, t'écris le scénario, t'écris des bribes, des scènes, des images, des choses. Comment tu les présentes à Tristan et comment toi comment vous bossez en binôme sur Tapie en fait? Non, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, on a construit la série à 2, c'est-à-dire vraiment le découpage des épisodes et puis globalement la trame de chacun. Donc et c'est presque de l'écriture, ça. Enfin, c'est de l'écriture en fait. Ça recouvre beaucoup de choses. Ouais. Ça va de penser l'ensemble d'un film à écrire le moindre dialogue. Ouais. Donc dans le chant, on l'a fait comme ça. Et ensuite, comment ça se passe en règle générale? Déjà, je l'ai pas écrit seul. En plus, la série. Après, j'avais aussi d'autres co-auteurs qui ont tous écrit. Enfin, les épisodes 2, 3, 4 et je sais plus 5 et 7, je crois, un truc comme ça. Il y en avait beaucoup des co-auteurs. Ils étaient, que je me trompe pas, 4. D'accord. Voilà. Ok. Et après, ils intervenaient pas forcément. Ils sont souvent intervenus sur les versions dialoguées. À part 2 épisodes, le 4 et le 6, que j'ai vraiment coécrit avec Alix Delaporte le 4 et Thomas Finkielkraut le 6. Voilà, qu'on a vraiment co-pensé ensemble, parce que toi, à ce moment-là, tu étais en tournage d'un film, donc j'avais besoin de renfort parce que je pouvais pas tout faire tout seul. Et après, Tristan, il lit toutes les versions. Chaque version, il fait des retours sur chaque version. On parle. En fait, c'est vraiment de la coécriture aussi, en réalité. Même s'il a moins la main sur le texte directement, disons que sur l'ordi, c'est vraiment de la coécriture de l'ensemble. Les dialogues, même s'il y en a quelques-uns qui ont été écrits par certains de tes co-auteurs, etc., et quelques-uns qui ont pu sortir de ma tête aussi, mais quand même, globalement, au-delà de toutes ses qualités, c'est un dialoguiste extraordinaire, Olivier. Ah ouais. Et ça se sent. C'est pour dire juste un truc très simple, c'est que la scène avec le juge Montgolfier, intégralement dialoguée par Olivier. Incroyable. Et mon père, d'ailleurs, m'a dit que c'était une des meilleures scènes qu'il avait vues depuis longtemps. Cool. Ouais, de ouf. Et mon père, c'est un homme exceptionnel qui a construit cette bibliothèque. Donc c'est pour te dire, tu vois. Mais la bibliothèque. Ouais. Mais ouais, cette scène, elle est incroyable. Ah ouais, donc oui. Ouais, elle était dure à écrire, la scène, mais en même temps, j'étais assez habité par le... Non, mais c'est pareil, c'est non pas... j'aime pas cette expression de cadeau du réel à la fiction, mais c'est toujours ce qui me vient comme expression, parce que c'est un affrontement tellement dingue par rapport à ce qu'il a vécu, de se retrouver face à un aristocrate qui joue avec lui pour l'envoyer en tôle. Enfin, y a rien qui pouvait plus être une fin forte que de les affronter. Et après, on a fait très tôt, d'ailleurs, on a pris le parti de la durée, ce qui a pas toujours été facile à imposer, parce que même chez Netflix, ils avaient une forme de suspicion, mais la durée, tu veux dire des épisodes? Non, la durée de la scène. De cette scène-là qui est très longue, oui. Je sais plus, 36 pages dialoguées, je pense, quelque chose comme ça. Ah ouais. La moitié de l'épisode. Alors, je sais que Euphoria, je crois qu'ils ont fait ça dans un épisode. Non, qui est alors il y a plus 2 épisodes pendant le Covid qu'ils ont tourné, qui sont des espèces de huis clos, que de conversations. De conversations, mais moins face à face. Non, il y a pas, je sais pas s'il y a vraiment de précédents. Bon, après, il y a en thérapie, il y a ce genre de trucs, vraiment face à face, c'est construit comme ça. Mais dans une série dramatique, il y avait vraiment une rupture de ton complète, en fait, quand même. Bien sûr. Surtout dans un épisode qu'on avait construit avec la victoire de l'OM en Ligue des Champions, son mariage, une scène dialoguée. Enfin, ça paraissait sur le papier. Très dense, un épisode assez. Fallait le sortir. Et en fait, tout le monde a été assez. Ils nous ont assez suivis sur le dialogue. Oui, non, c'est possible que s'il avait été dans le pilote, ça serait pas passé, je sais pas. Mais ils sont comment Netflix pour imposer ce genre de
décisions de direction artistique. Enfin, je veux dire, ils ont toujours été complètement dans le dialogue sur mais y compris j'anticipe ce que tu diras sur la mise en scène, mais en tout cas au scénario, il y a des trucs qui leur posaient problème, mais ils ont jamais été, contrairement à des clichés qui peuvent circuler, à imposer des choses. Pas du tout. Il y avait des endroits où ils étaient pas convaincus et il a fallu les convaincre. Par exemple, le 4e épisode qui est en huis clos dans le Zénith, trouvait qu'il y avait une vraie rupture de temporalité, que ça prendrait pas mais à force de le lire, en fait, ils ont été très convaincus et je sais que maintenant c'est un épisode qu'ils aiment beaucoup. Là, cette scène de dialogue avec Montgolfier où il y a à pas mal de reprises, on dit est-ce qu'il faudrait pas intégrer quand même des flashbacks à l'intérieur, la couper, montrer Dominique en parallèle de la scène, enfin trouver un moyen peut-être de la dynamiser plus, mais on a tenu bon et je pense que ça, ils s'en plaignent plus maintenant de cette scène. Mais globalement, en fait, c'est des retours de diffuseurs classiques sur toujours, enfin de toute façon on travaille nous avec les diffuseurs main dans la main, on essaie de faire les meilleurs trucs et on prétend pas que les premières versions qu'on sort sont parfaites, mais ils ont été vraiment de très très bons accompagnants, je trouve. Oui, des alliés, et il en va de même effectivement pour la mise en scène, le montage, où ils ont été à la fois, enfin j'ai le sentiment d'avoir des gens qui m'accompagnent, qui disent toujours ce qu'ils ont envie de dire, mais qui sont jamais péremptoires dans la façon de le dire. Je dis pas ça fait l'impression qu'on leur sert la soupe, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Oui, non, mais jusqu'au bout, et de façon très constructive. Ok. Ouais, j'ai reçu Igor Gottesman et justement, je parlais un peu de sa relation avec Netflix, etc. Et il me disait que franchement, ça s'était très très bien passé, que lui, c'est sa 2e série avec eux, qu'ils font confiance en fait. Netflix, ça y est, ils sont dans un truc de grand cinéma et en fait, Tapis, c'est une série de grand cinéma, quoi. Je trouve. Et donc, qui sortait vachement de ce qu'ils avaient l'habitude de faire et de ça. Enfin, c'est vrai que c'est une série à part par rapport à la production de Netflix en France en général. Ah, franchement, c'est la première fois qu'il y a une série aussi cinématographique. Oui, oui, qui est dans un ton différent, quoi. Mais ils étaient très en confiance avec nous. Ça a été vraiment chouette et donc. Ce qui a permis ça, peut-être, je t'interromps, excuse-moi. Bien sûr. C'est que quand on est arrivé, ça faisait déjà 7 ans qu'on mâchait le sujet. On l'avait déjà beaucoup boxé, ce sujet. Donc en fait, on avait sur certains points les idées très claires. Et on n'a jamais dévié de ce qu'on te racontait au tout début, c'est-à-dire la pléthore, on savait où ça commençait, on savait comment ça se terminait. On avait déjà la scène Montgolfier. La scène Montgolfier, elle était déjà posée, là dans sa et l'ouverture à Top Jury était à peu près là aussi. On a suivi à peu près le même chemin. Et donc le chemin était le même. Et ça nous a rendu assez fort, ça, je pense, dans la relation qu'on avait avec eux. Et au début, vous étiez donc avec une plateforme concurrente. Et ensuite, vous avez fait des rendez-vous avec Netflix et ils ont été emballés par le projet. Et donc, vous êtes parti avec eux. Alors on a changé le format, on est passé de 2x100 à 7x52, ce qui est un énorme changement, qui fait qu'on a recommencé vraiment à zéro, en gardant quelques éléments comme ça, la scène Top Jury, le début, la fin, en fait. pareil, mais on a gardé pas en fait, on a gardé un peu que l'idée du début et la scène de fin. C'est deux choses qui n'ont pas bougé. Et après, on a développé, comme on avait plus d'espace, forcément plus de personnages secondaires, le personnage de Dominique notamment, qui était plus secondaire dans le 2x100. Le 2x100 était plus politique aussi, plus centré sur ce qu'il a fait à Marseille, quand il a été député de Marseille et tout. Et là, on a choisi un autre circuit, en fait, une autre, plus proche de lui, quoi, en fait. Et toi, Tristan, c'est ta première série ? Parce que toi, tu as écrit sur Baron Noir. J'avais travaillé sur Baron Noir. Tu as une expérience dans la série, Toi, c'est ta première série. C'est quoi de réaliser une série après avoir réalisé des films ? Comment tu t'en es Qu'est-ce que je pourrais tenter de répondre simplement que c'est juste deux fois plus long là que les films que je faisais auparavant, parce qu'il y avait 100 jours de tournage et les films que j'avais fait là, c'était 40. Mais comme ils sont pas exactement accolés parce qu'il y a eu une pause, on a tourné les 3 premiers épisodes, après on s'est arrêté un mois pendant lequel on continuait à préparer les 4 épisodes qui suivaient, moi aussi pendant lequel Laurent prenait du poids pour être un peu plus engraissé dans la suite. C'est quand même 5 mois où j'étais mobilisé tous les jours pour fabriquer, et avant ça il y avait 6 mois de préparation, donc c'est pendant 1 an non-stop. Et après il y a eu à peu près 1 an de post-production, un peu moins. Donc en fait c'est tout pareil en plus long, donc il faut tenir bon. Et ce qui est formidable, c'est comme Laurent et de tous les plans de la série, enfin en tout cas de toutes les séquences ou presque,
et que ça se passait formidablement bien avec lui et que plus ça allait, mieux, enfin, je trouve mieux ça se passait aussi entre nous avec l'équipe et tout. Il y avait un truc où on était aussi, enfin, moi, je me sentais assez porté par ce qu'il faisait du personnage, en fait. D'accord. Oui, parce que l'évolution, elle est folle en plus. Elle est hyper grandissante dans cette série, quoi. Du premier épisode au dernier épisode, c'est presque un personnage différent, quoi. Presque. Ouais. Et je voyais le plaisir aussi qu'il prenait à le faire, le plaisir qu'il nous donnait déjà sur le plateau, parce qu'un acteur qui je sais pas, qui se transforme comme ça, en fait, ben, ça fait du bien à tous ceux qui l'entourent déjà quand on est en train de le faire. Et moi, le premier. Et donc, il y a eu un truc où plus ça allait, moi qui suis d'une nature assez angoissée, quand je tourne, en général, je dors pas hyper bien, je suis un peu somnambule, j'ai l'impression d'être sur le plateau toute la nuit, etc. Là, plus ça allait parce que c'était très long et il y a eu un moment où je suis entré dans une zone, ça m'arrivera peut-être plus jamais parce que j'aurai peut-être plus jamais l'occasion de tourner 100 jours d'affilée, mais mettons au bout du 30e ou 40e jour, j'entrais dans une zone où quand j'arrivais sur le plateau, j'étais sûr que ça allait bien se passer. Ok, ah oui. Donc, c'est pas du tout ma nature, ça. Ok. donc, ça devenait de plus en plus agréable pour moi. Ouais. Trop bien ça. Oui, mais il y a des tournages qui se passent mieux que d'autres quand même. Oui, bah chaque tournage est différent et tout ça, mais là, t'as quand même toujours ce point commun d'être un peu angoissé. J'imagine en fait, puis surtout Tapi. Enfin, on va parler peut-être du budget après, mais en tout cas, c'est une série à gros budget. Oui, mais c'est pas tellement ça qui m'angoisse. Vraiment, pour le coup, c'est pas ça qui m'angoisse. C'est même pas le fait que la série puisse être attendue ou à gros budget ou je sais pas. Non, moi, ce qui m'angoisse, c'est que c'est de faire de la merde en fait, tout simplement. C'est d'arriver et que ça ressemble à rien et que ça marche pas et que je trouve qu'un acteur joue pas bien ou que je le sente pas ou que j'arrive pas moi à faire correctement mon travail quand je suis sur un plateau. C'est parce qu'on dit toujours diriger les comédiens. Je sais pas si ça veut rien dire, mais c'est déjà juste de savoir où poser la caméra, quoi en faire, tu vois. Et tu vas d'ici à d'ici, tu vas de là à de là, et tu fais ça comme ça. Et dans mes indications, parce que tout ce que je dis, les gens vont essayer un tout petit peu de se plier à ce que je raconte. Si j'indique un peu n'importe quoi pendant ne serait-ce même qu'une heure le matin quand j'arrive, la journée elle va prendre un mauvais pli et tu répètes ça 30 fois d'affilée, à la fin t'es pas content. Parce que tu cadres toi Non, pas du tout. Non, ok, d'accord. Ouais. Donc ce qui m'angoisse, c'est ça, c'est de pas être content de ce que je fais. Et ça crée beaucoup d'angoisse. On va pas basculer en psychanalyse, mais voilà. Mais après que je te dis ça, je pense que c'est partagé par tous les gens qui font mon métier. Ça n'a rien de si extraordinaire. Je pense que c'est vraiment le lot commun, parce qu'on est justement le contraire de seul et en même temps les décisions on les prend tout seul. Je pense que toi, ton angoisse, si on veut parler de ça, t'es pas de nature angoissée. Non, mais lui, son angoisse, il est ah oui, donc c'est quand même dans des angoisses. C'est une autre forme d'angoisse, c'est l'angoisse de l'écrivain, c'est encore autre chose. Ouais. Tu dirais qu'elle se manifeste comment? T'as vu comme j'ai fait tes angoisses liées à l'écriture sur l'intime? Moi, je vais m'allonger par contre. C'est comme tu veux, mais non, j'ai des angoisses, pas vraiment d'écriture en fait. Okay. Parfois, je suis débordé par le nombre de choses à faire, mais j'ai des angoisses fondamentales, mais comme tout le monde. Enfin, je pense que quand on est auteur ou n'importe qui, en fait, j'ai pas l'impression que toi, c'est des stress de plateau, c'est quand même un truc très fort. Ouais, matériel peut-être. Ouais, c'est des stress matériels. C'est de la gestion d'humain, quoi, quand même, que tu fais d'ailleurs très bien. On va pas se flatter mutuellement tout le temps, mais vous pouvez. Faut tenir le plateau quand même. Et je le vois, moi, je l'ai vu même avant-hier sur un plateau. Il est dans l'énergie, il faut tenir les acteurs. Ils ont un côté chef d'orchestre, les metteurs en scène. Et de la même façon que quand on est jeune et qu'on est chef d'orchestre, on comprend rien à ce qu'ils font, on se dit moi aussi je prends une baguette et je fais la même chose. Il y a un peu de ça chez les réals. On se dit en fait, il y aurait que les techniciens qui feraient le truc, ce serait un peu pareil. Et en fait, pas du tout. Et c'est pas qu'une question de direction artistique, je trouve, c'est une question d'état d'esprit et de l'énergie qu'ils insufflent. Et sur Tapi, c'est évident que du fait que tu portais cette histoire depuis si longtemps et de ton histoire personnelle, du lien avec Tapi, je pense que ça a amené aussi une belle énergie dans l'ensemble. Et puis, pour le dire, parce qu'on l'a jamais dit, je trouve aussi qu'il y a des costumes et des décors qui sont spectaculairement dingues dans cette série. Carrément. Et que ça a beaucoup joué aussi. Enfin, je trouve qu'il y avait une DA dans l'ensemble qui était formidablement réalisée aussi, je trouve. Merveilleusement bien entouré. La lumière, les costumes, les décors, c'est la direction artistique de la série. Les costumes. Donc Elfie Carlier qui fait les costumes a fait un travail fantastique. Je les cite parce que c'est la moindre des choses. Quand même jamais le même costume d'une scène à l'autre. Il n'est pas habillé deux fois de la même façon du début à la fin de la série. C'est vraiment génial. Incroyable. Et des costumes qui ont été créés, d'autres qui ont été trouvés, débusqués parce que c'est de l'époque. François Renaud-Labarthe qui signe les décors, où là aussi il n'y a pratiquement pas deux fois le même décor d'une scène à l'autre dans la série. C'était un énorme défi de fabrication et de production, parce que le principe d'une série, c'est de trouver un endroit
récurrent, parce qu'on fait beaucoup d'économies, comme on dit, d'économies d'échelle. Là, il n'y en a pas dans cette série, parce que chaque... Le plus gros, c'était quoi, 4 jours hein. Ouais, on a dû rester au maximum 4 jours au même endroit. Waouh, ouais. Donc on n'a pas arrêté de bouger et la lumière, il y a les 2 chefs opérateurs qui m'ont accompagné, donc Hicham Alaoui sur les 3 premiers et Romain Carcanade sur les 4 autres, et qu'on fait un travail merveilleux aussi. Donc, c'est sûr que quand on est bien entouré, c'est plus facile aussi. Hein. Des chefs opérateurs que tu as choisi toi et bien avec sûr, qui tu avais déjà bossé Non, ni l'un ni l'autre. Mais... Ils avaient fait quoi eux avant Hicham, il avait fait du Bureau des légendes, ce qui me rassurait beaucoup parce qu'il avait, à la différence de moi, l'expérience de la série et d'une série que j'apprécie beaucoup. Et Romain, il avait fait un peu de série aussi, mais avait notamment... Romain avait fait éclairé un film que je trouvais très bien éclairé qui s'appelle La Nuée. Et je l'ai vu, je me souviens, j'avais le Covid, j'étais enfermé dans la chambre de mon fils. Ça a existé cette période quand on se mettait en quarantaine chez soi là, et qu'on déposait des assiettes devant la porte. Voilà. Et donc je regardais plein de films et tout. Et c'est quand j'ai vu ce film que j'ai voulu travailler avec Romain, après l'avoir rencontré. Enfin voilà. Et donc, non, tout ça, c'est sûr que c'est d'être entouré aussi bien. C'est indispensable pour faire une série comme celle-là. Et dans les décors, il y a eu 0 studio pour les voitures. Cet énorme hôtel particulier sublime, là, c'est un hôtel particulier qui était à vendre, qu'il est peut-être encore aujourd'hui. Je pense quelque chose comme ça. Il n'y avait pas les acheteurs qui étaient venus à un moment. Ah si, peut-être, ouais. Ah, ils venaient d'être achetés, donc on arrivait pile au bon moment. Pendant la promesse venait d'être signée, puis ils allaient faire les travaux après. T'es dans le 16e arrondissement, le près de la Muette. Je crois qu'il a dû être acheté quelque chose comme 30 millions d'euros. Oh là là. C'est ouf. Et en fait, il était à vendre, il n'était pas meublé. Et donc, François Renan Labarthe et ses équipes l'ont entièrement meublé. Enfin, quand je dis entièrement, en fait, on ne pouvait pas le meubler. On a choisi 3 pièces dans tout l'hôtel particulier. Et toutes les autres étaient justement des pièces qui nous servaient de débarras. Mais ça fait la blague, comme on dit. Et non, sinon, le seul studio, c'est les voitures. C'est très technique et tout, mais maintenant les voitures on les fait de plus en plus en studio. La plupart des voitures elles sont faites sur fond LED, sur fond d'écran. Donc c'est pas des vraies voitures ? C'est une vraie voiture qui est dans un studio et derrière les vitres en fait, à 10 mètres des vitres, il y a des écrans qui font défiler la route. Très bien. Mais donc c'est les seules fois on a terminé le premier bloc et le deuxième bloc de tournage en studio pour faire toutes les séquences de voitures. Ok, d'accord. Très technique, un peu chiant pour ceux qui nous écoutent, désolé. Mais ça m'intéresse de ouf parce que j'ai fait un voyage en Californie l'année dernière où j'ai visité grave des studios, et je suis un peu passion studio, et en fait les Ricains ils font tout en studio, mais ça a été un peu une révélation dans ma vie, même si c'est une révélation complètement évidente, alors que le cinéma français il se fabrique vraiment plus en extérieur, dans des vrais lieux quoi. Et ça marque grave la différence. Après, il y a des films en studio quand même, même en France. Plus de peut-être. Là, le Audiard qui va sortir bientôt, le Jacques Audiard qui est à Cannes, c'est beaucoup du studio par exemple. D'accord, ok. Ça dépend après des profils de récit, je pense aussi, de ce qui peut tourner ou pas. En termes d'argent et tout ça, vous êtes arrivé avec votre producteur c'est le producteur qui nous a présenté, Bruno Naon, qui nous a accompagnés du début à la fin du projet. Ça coûte combien une série comme ça ? Bonne question, je n'ai jamais su, et très sincèrement je ne sais pas précisément, mais ça coûte un peu plus de... Il y a 7 épisodes, je dirais que ça coûte autour de 2,5 millions par épisode. Ok, d'accord. Je me rends pas du tout compte, c'est beaucoup pour une série française. Certains diront que c'est de l'argent bien dépensé, parce qu'il y a des séries qui coûtent autant et qui je sais pas, on voit, entre guillemets, c'est une expression dans le métier, on dit est-ce qu'on voit l'argent à l'image ou pas. Un peu vulgaire cette expression, non? Donc est-ce que là on voit l'argent à l'image ou pas? Oui, déjà en fait. Production value, on dit, c'est quand même. Production value, c'est un peu plus vague. D'accord, c'est mieux. Production value, d'accord, très bien. Là, il y a de la production value parce que c'est un personnage qui traverse des décors qui sont des décors clinquants. Enfin, son hôtel particulier, le bateau, le stade à la fin, le stade, quand même. Oui, et puis c'est un personnage qui parle d'argent, donc forcément. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était très important pour nous, pour ça qu'on a insisté pour le Fosséa. C'est c'est l'importateur du bling en France. Donc si on le montrait et qu'en fait il habitait dans une pauvre maison et que ça marchait pas, et ça dans le truc qu'on voulait donner aux spectateurs, c'était une obligation. Il fallait qu'il y ait un avion, alors que les scènes d'avion sont pas hyper utiles dans le récit, mais c'était hyper important pour nous de mettre des scènes dans des avions, même si c'est juste un plan et qu'on le voit monter dans un jet et qu'il est sur la passerelle, fallait donner aux gens la vision quand même de ce qu'il avait été, et de la démesure folle dans laquelle il vivait financièrement, sans doute un peu au-dessus de ses moyens d'ailleurs, mais
En tout cas, il engloutit toute sa fortune dans la dépense, ça c'est sûr. Et c'est quoi vos rêves pour cette série? Moi, j'ai vu du Scorsese, forcément. Ouais, Enfin, j'ai vu Raging Bull, beaucoup. On avait revu au tout début Ouais. Ah ouais, plusieurs fois. Raging Bull, ouais. Beaucoup Raging Bull. Et Loup de Wall Street, non, franchement, non, ça fait 3 fois qu'on en Wall parle, mais Street, je veux dire... ouais, non, mais on peut en parler. Bah, c'est pas sans lien, mais il est sorti pendant qu'on développait. Pendant qu'on d'ailleurs, en développait. fait. Ah ouais. Mais attends, c'était... Oui, Ça c'était... nous On a- a ouais, commencé c'était- en 2000. Je sais pas en quelle année il est sorti. Je crois que c'est 2013, non? Ouais, il a dû Il est sortir sorti quasi au même moment. Je Il est pense. sorti en 2013, décembre Ouais, c'est ça. 2013. Ouais, et et on avait dû commencer quelques mois plus tôt, je pense. on a commencé en 2012. Enfin, ouais, ça nous inspirait tout en nous écrasant, quoi. Un peu, ouais. Le Loup de Wall Street. Ah, bah, il est méga écrasant, ce film. Ouais, il est pas Ouais. simple à Même digérer en tant ouais. que spectateur, En termes de t'es dialogue complètement aussi, écrasé, ouais. C'est pas mal. je pense. après, ouais, c'est un de mes films préférés, donc... Ouais. Ah ouais, c'est non, qu'est-ce fantastique. qu'on avait comme référence? On avait pas mal Better Call Saul, Ouais, mais une pareil, série. qui est sorti pendant qu'on Qui se écrivait, faisait, qui se faisait, qu'on ouais. découvrait en développant le projet. Et Mais c'est le vrai ton que- était quand même assez proche de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire à la fois, comédie noire, je sais pas comment, je sais pas trop ce que c'est le ton de. Oui, et puis ce héros dont on sait jamais si c'est un clown, pour faire référence même à toutes ces séquences-là de l'épisode 4 où on le traite de clown. On sait pas trop si c'est un clown ou un génie, en fait. Un escroc Ouais. ou un gentil gars. Enfin, je sais Ouais. pas, un gentil gars, on n'est jamais tombé là-dedans non plus. Il y a quelque chose de Saul Goodman dans Bernard Tapie ou quelque chose de Bernard Disons Tapie dans Saul Goodman. aussi dans la boussole morale dont il appréhende le personnage, c'est que c'est un personnage mauvais mais qui traite comme quelqu'un de bien, et nous c'était vraiment comme ça qu'on voulait le faire aussi. On voulait pas qu'il y ait de jugement et je pense que c'est sans doute un truc qui a plu aux gens, y compris à des gens qui en avaient une image très négative ou une image très positive, c'est que on a réussi à se situer au bon endroit moralement pour l'appréhender. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas du tout à montrer que c'est un saint qui a fait que des trucs géniaux, qui a repris des entreprises et sauvé la France, mais on montre pas non plus que c'est une ordure qui... Ouais, c'est vrai. Et en fait ça n'aurait aucun intérêt dans un cas ou dans l'autre de faire une fiction, et c'est pour ça que c'est ça aussi dans les choix à faire au début, dans le choix du ton et de la distance avec le personnage, c'était assez long à faire naître et à avoir une image assez précise de ce qu'il fallait faire pour qu'on soit toujours avec lui, et dans le fond on est emporté par l'homme dans ses contradictions, et on peut aussi bien le trouver super à la scène d'après se dire c'est une horreur, Bah ouais. mais il est porté par ce qu'il est depuis le début, c'est-à-dire un prolo qui essaie d'exister dans un monde qui globalement lui a fermé toutes les portes. Ouais. Et on a toujours une sympathie pour ces personnages-là depuis le roman du 19e qui était quand même, dont c'était la grande spécialité, l'enfonçage de porte. Ouais. Ça nous a beaucoup inspiré aussi, Dumas, Balzac, c'est quand même le grand roman du 19e, c'est beaucoup de personnages à la Tapie. Et on l'a beaucoup construit comme ça, on avait pas mal de ces références, même un peu, je l'ai dit souvent, mais même Dostoïevski pour la scène avec le procureur. Il y a beaucoup je l'ai relu plusieurs fois, la scène de Crime et Châtiment, les dialogues entre Raskolnikov et le juge. En fait, c'est vraiment la façon dont le juge joue avec lui, c'était vraiment ce ton-là qu'on voulait trouver. Et le roman du 19e était vraiment une grosse référence pour nous. Ah, ok. Et après, comme, je sais pas, descendant de Balzac, c'est vrai que Scorsese, dans son traitement des biopics, est quand même son genre de prédilection. Parce qu'on parle de Raging Bull et du Loup de Wall Street, mais on peut aussi parler de Aviator, qu'on a revu. Quand on développait, je sais pas moi, de Casino, enfin de tous ces biopics, en fait, qui nous ont beaucoup inspiré. Aussi Milos Forman. Ouais. Plus classique. Moi, j'ai adoré le personnage de Dominique Tapie, donc interprété par Joséphine Japy. Pour un duo de mecs, vous avez géré, je trouve, le rôle de cette femme qui est extrêmement forte. Alors, je vais même pas rentrer dans le détail de est-ce que c'est fidèle à la réalité ou pas, parce qu'en fait, en réalité, ça m'intéresse pas vraiment là. Moi, je veux parler vraiment de cette série, mais j'ai trouvé que le rôle était génial, que c'était le rôle d'une femme puissante et toujours aux côtés de son mari, mais dans un... Enfin, on parle beaucoup du female gaze, etc. Et je m'y suis un peu retrouvée, moi, dans ce personnage. Je me suis dit, ok, ça respecte mon genre et tout ça. Comment vous avez réagi un peu au... Il y a certaines féministes qui ont pu dire, ouais, le rôle de Joséphine Japy, elle ne vieillit pas, on la vieillit pas, alors qu'on vieillit Bernard Tapie dans la série. En fait, c'était un choix très compliqué, puisqu'ils doivent jouer tous les âges, les deux. Donc, moi, je dirais toujours, il faut trouver les bons acteurs pour jouer les bons personnages. Et qu'on s'en fiche un peu du reste, en fait. Mais... Voilà, là, c'est ce qui s'est un peu passé, mais à partir du moment où Joséphine s'est imposée par la qualité de ses essais et de sa présence, il y avait un truc de ressemblance, mais c'est aussi une formidable comédienne. Ah ouais, franchement. Et j'ai trouvé, quand je l'ai mise à côté de Laurent pour faire des essais, que c'était le couple qu'il fallait pour ce film. J'avais Bernard et Dominique sous les yeux, et s'est posé aussitôt après la question de son vieillissement dans le film. Elle en était consciente, moi aussi. J'aurais préféré avoir la même révélation avec une comédienne qui aurait eu une dizaine d'années de plus. Ça aurait été plus facile de la... Oui, d'avoir un éventail. D'avoir un éventail plus large, ça soit plus proche de Laurent. Mais j'ai pris le risque et le parti de foncer avec eux, sans évidemment aucun regret.
Et je dois avouer qu'on a essayé malgré tout de la vieillir, parce que les questions de la différence d'âge, je veux pas forcément rentrer là-dedans, Moi, parce que c'est c'est même- des débats qui m'intéressent qu'à moitié, mais en fait parce que on a très vite envie de dériver en plus, enfin je sais pas, il y a un truc, bon je vais pas rentrer là-dedans, d'accord. mais sur les questions de différence d'âge, etc. Mais en l'occurrence là, il y avait quand même un vrai problème de différence d'âge, c'est que les personnages dans le récit ont 5 ans d'écart. Et Laurent et Joséphine, sans rien trahir je sais pas, ils ont une vingtaine d'années d'écart ou 20 ans d'écart. Donc il y a un problème. Là, et donc pour compenser cet écart, il a fallu rajeunir Laurent dans la première moitié. d'accord. Et ça a été beaucoup d'efforts pour la rajeunir. Parce que, enfin, je veux dire, même si avec d'autres comédiens de son âge, ça aurait été impossible d'en arriver à un très bon résultat, parce qu'il se trouve qu'il a de la chance, il vieillit bien, ce petit salopard. Mais quand même, il y a du travail de post-production, enfin, il y a du travail. Et après, on l'a laissé tranquille, parce qu'il a à peu près l'âge du personnage. Simplement, lui, il a fait beaucoup d'efforts aussi pour grossir. Il a fait ce travail-là de son côté, une transformation physique, mais il n'y a pas de travail sur son vieillissement. En revanche, on a essayé de vieillir Joséphine. Et en fait, on a un peu échoué à ça, malgré des efforts de maquillage et de trucs. Ça ne se voyait pas, parce qu'en fait, c'était trop... Enfin, je sais pas, on aurait dû en mettre plus de fausseries, de trucs. Non, ça devient faux aussi, quoi. Mais elle a des prothèses. D'ailleurs, dans la toute dernière scène, elle est plus vieille. Moi, je trouve que ça va presque trop loin, etc. Donc, moi, je regrette pas. Mais c'est sûr que du coup, ça amplifie l'effet de différence d'âge. Et que certains ont pu reprocher, alors c'est bizarre, elle vieillit pas. On a fait tout ce qu'on a pu pour la faire vieillir. On n'a peut-être pas complètement réussi notre coup, mais on était conscient de la réalité, quand même. Après, franchement, je trouve que c'est un peu le seul... Enfin, c'est le seul truc que j'ai entendu de négatif sur cette série. Et encore, je trouve que la performance de Joséphine est tellement belle que, bon... Mais sur un personnage comme Tapi, qui est aussi casse-gueule quelque part, franchement, c'est quand même un grand bravo d'avoir eu que ce point-là négatif. Aussi, quand même, hein. Ah, des Marseillais, ouais. Quelques-uns. Non, mais on les a conquis finalement, je crois. On avait peur de ne plus pouvoir mettre un pied à Marseille. Mais... Non, mais parce qu'il y a eu un appel au boycott et tout au début. Ah bon Ok. Mais après l'appel au boycott, ils ont quand même regardé. Ils ont dit non, mais en fait, ça va, c'est pas boycotté. Non, bah oui, ça s'était passé. Non, mais parce que des membres de la famille qui s'étaient opposés, parce que Bernard Tapie lui-même s'était opposé à l'existence de cette série de son vivant, donc c'est assez normal. D'accord. Oui. Et ok, donc un biopic, et vous rebossez ensemble sur un nouveau projet. Et ça va, ça se passe bien. Bah moi j'ai fini, donc maintenant c'est lui qui travaille. On travaille. vient juste de commencer le tournage. Trop bien. Un film avec Jamel Debbouze. Ça fait 1 semaine qu'on tourne, voilà, on est samedi, on a commencé mardi, même pas 4 jours. J'ai beaucoup de chance de travailler avec Jamel. Et tu peux en parler vite fait de ce que c'est? Très vite, c'est un film, il est agent de footballeur. Ok. Il s'appelle Driss Berzan dans le film. Et c'est un agent de footballeur un peu à la dérive. Il a été bien il y a une dizaine d'années, mais là ça va plus trop bien professionnellement, même familialement, etc. Il traverse une mauvaise passe, et on a la fin de ce qui s'appelle le mercato. Le mercato, c'est pendant l'été, c'est les transferts de joueurs, et le marché des transferts a une date de fermeture très précise, c'est le 30 août à minuit, c'est fini. Et dans les derniers jours de tous les mercatos, c'est la panique de tous les côtés partout en Europe pour essayer de vendre, d'acheter des joueurs dans tous les sens. On est dans cette énergie comme ça de fermeture de marché de joueurs, quoi. Mais ça pourrait être de tout un tas d'autres trucs, et on est avec ce personnage Driss embarqué dans une espèce de course pour sa survie. C'est pas vraiment une comédie, pas du tout. Voilà. Pour Jamel, c'est, je pense, pas complètement nouveau, mais c'est un emploi qu'on lui connaît pas forcément. C'est pas vraiment un contre-emploi, parce que c'est un peu lui, mais on l'a jamais employé comme ça, en tout cas, je pense, jusqu'à présent. Il a coécrit le film, il a écrit des trucs non, il est acteur, quoi. Il a initié le film. D'accord, ok. Voilà. Très stylé. Et ensuite on l'a écrit avec Thomas Finkielkraut, qui avait écrit l'épisode 6 aussi de Tapi. D'accord. Et Tristan réalise. Voilà. Et il a kiffé Tapi? Je crois, mais en fait, si j'ai la chance de me retrouver sur un plateau avec Jamel aujourd'hui, je dois beaucoup à Olivier, qui a montré en douce, sans me le dire, à Jamel les épisodes de Tapi avant qu'ils sortent, parce qu'il avait les codes et tout. Parce que je savais qu'il allait être pris après, donc il allait être harcelé de propositions. Je dis c'est maintenant qu'il faut l'avoir, avant que ça sorte. J'ai hâte de voir ce nouveau film que vous êtes en train de faire avec Jamel Debbouze. Il va être super. Tellement stylé. C'est bien parti. En tout ça s'appelle comment? Ça s'appelle Mercato. Pour le moment, parce que c'est comme Tapi, ça s'appelait Wonderman. J'étais sûr qu'il s'appellerait pas Wonderman. D'accord. Et là, ça s'appellera peut-être Mercato. J'étais sûr, mais j'ai jamais compris pourquoi t'étais sûr de ça. Mais c'était un beau titre, Wonderman, quand même, aussi, non? Ouais, mais Tapi, ça parle de soi. Moi, j'aime les titres qui parlent de même. Rappelle-toi qu'on l'avait pas, ce titre, à l'époque. Donc, Ah oui, vous n'avez pas le droit, et vous avez...
Non, je sais pas pourquoi ça paraît évident maintenant, mais je sais pas, si on n'avait pas pensé de tapis, Le on jour où l'avait j'ai... appelé Saint-Bernard au début. Ouais, Ah ouais. C'était malin, Ouais, c'était pas mal. C'était malin, c'était pas mal Saint-Bernard quand même aussi. Un peu, il y a de l'ironie quoi dans Ouais, le. carrément. À l'époque, il y avait beaucoup de unes de Paris Match et tout, où c'était écrit le Saint-Bernard des affaires. Ouais. C'est le mec qui arrive à la rescousse d'entreprise et tout, donc enfin, c'était pas que un jeu de mots, mais non, mais tapis c'est le mieux, je pense. Ouais. Ah bah je vous Je le pense dis, aussi. je valide totalement. Merci beaucoup les mecs, ça y est, Merci c'est à bon, je toi. vous lâche, je vous Merci. laisse tranquille. Merci Rentrez. beaucoup, c'était trop sympa. C'était trop Ouais, bien. c'était trop sympa, Merci merci. Lauriana, merci Andrea, merci à tous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Merci à Lauriana, qui est la meilleure vidéaste du monde, qui sait tout faire et qui est trop forte. Merci à Rodrigue d'avoir produit et composé la musique. Merci à Zachary Elia pour cette cover iconique du podcast. Merci à Tom pour cette miniature complètement nimp, inspi youtubeur, alors que je ne suis pas youtubeuse, peut-être que je vais devenir youtubeuse, je ne sais pas. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.